Au crépuscule, dans une forêt malfamée, 30 grenadiers républicains, détachés en éclaireurs et commandés par un sergent, fouillent le redoutable bois de la Saudrée en astillé. La cantinière du bataillon les accompagne. Le bataillon se tient sur ses gardes. Une embuscade est probable. Tout à coup, les soldats tressaillent. Ils ont entendu comme un souffle au centre d'un fourré. En moins d'une minute, le poing est cerné, le doigt sur la détente, l'œil sur le lieu suspect. Les soldats n'attendent plus pour le mitrailler que le commandement du sergent. Ne tirez pas, camarade! Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Êtes-vous folle d'être là? Un peu plus, vous étiez exterminée. C'est une femme. N'ayez pas peur. Nous sommes le bataillon du bonnet rouge. Qui es-tu, madame? C'est une pauvre. Comment vous appelez-vous? Michel Fléchard. Quel âge a ce môme? Je vous demande l'âge de ça. 18 mois. C'est vieux. Ça ne doit plus t'aider. Nous lui donnerons de la soupe. Ils ont bien faim. Je n'ai plus de lait. On leur donnera à manger. Et puis à toi aussi. Mais ce n'est pas tout ça. Quelles sont tes opinions politiques? Entends-tu ma question? On a mis le feu au village. Nous nous sommes sauvés si vite que je n'ai pas eu le temps de mettre de souliers. Je te demande quelles sont tes opinions politiques. Je ne sais pas. C'est qu'il y a des espionnes. Ça se fusille, les espionnes. Voyons, parle. Quelle est ta patrie? Quelle est ta patrie? Je ne sais pas. Comment, tu ne sais pas quel est ton pays? Ah, mon pays s'y fait. Eh bien, quel est ton pays? C'est la ferme de Sicoignard, dans la paroisse d'Azé. Tu dis? Sicoignard, Ce n'est pas une patrie, ça. c'est mon pays. Je comprends, messieurs. Vous êtes de France, moi je suis de Bretagne. Eh bien, Ce n'est pas le même pays. mais c'est la même patrie. Je suis de Sicoignard. Va pour Sicoignard. C'est de là qu'est ta famille? Oui, Que fait-elle? elle est toute morte. Je n'ai plus personne. Comment s'appelle la têteuse? Car c'est une fille, ça. Georgette, Parle donc, madame. As-tu une maison? j'en avais une, Où ça? à Azé, Pourquoi n'es-tu pas dans ta maison? parce qu'on l'a brûlée. Qui ça? Je ne sais pas, une bataille, D'où viens-tu? de là, Où vas-tu? je ne sais pas, Arrive au fait. Qui es-tu? je ne sais pas, Tu ne sais pas qui tu es. nous sommes des gens qui nous sauvons. De quel parti es-tu? Je ne sais pas, Es-tu des bleus? Es-tu des blancs? Avec qui es-tu? je suis avec mes enfants. Voyez-vous, madame, ne craignez rien. Vous devriez entrer dans le bataillon. Vous feriez comme moi. Je suis la cantinière, comme qui dirait celle qui donne à boire quand on se mitraille et qu'on s'assassine. Nous avons à peu près le même pied. Je vous donnerai des souliers à moi. J'étais à Paris le 10 août. J'ai vu guillotiner Louis XVI, Louis Capet, on appelle. Il ne voulait pas. Dame, écoutez donc. Dire que le 13 janvier, il faisait cuire des marrons et qu'il riait avec sa famille. Quand on l'a couché de force sur la bascule, qu'on appelle, il n'avait plus ni habits, ni souliers. J'ai vu ça, moi. Voyez-vous? Venez avec nous. On est des bons garçons dans le bataillon. Vous serez la cantinière numéro 2. Je vous montrerai l'état. Oh, c'est bien simple. On a son bidon et sa clochette. On s'en va dans le vacarme, dans les feux de peloton, dans les coups de canon, dans le hourvari en criant. Qu'est-ce qui veut boire un coup, les enfants? Ce n'est pas plus malaisé que ça. Moi, je verse à boire à tout le monde. Ma foi, oui. Aux blancs,
comme au bleu. Quoique je sois une bleue, et même une bonne bleue. Mais je donne à boire à tous. On meurt sans distinction d'opinion. Venez avec nous. Camarade, de tout ça, je conclus que le bataillon va devenir père. Est-ce convenu? Nous adoptons ces 3 enfants-là. Vive la République! C'est dit. Voilà les 3 enfants du bataillon du Bonnet Rouge. Venez, citoyenne. Au printemps de 1793, au moment où la France était attaquée à la fois à toutes ses frontières, voici ce qu'il se passait dans l'archipel de la Manche, en Angleterre. Un soir, le 1er juin, à Jersey, 1 heure environ avant le coucher du soleil, dans la petite baie déserte de Bonne Nuit, une corvette mettait à la voile. Cette corvette, immatriculée à la Trinity House sous le nom de The Claymore, était en apparence une corvette de charge, mais en réalité, une corvette de guerre. Pour le service qu'elle avait à faire cette nuit-là, le chargement avait été remplacé dans l'entrepont par 30 canons de fort calibre. Rien ne se voyait au dehors. L'équipage, tout français, était composé d'officiers émigrés et de matelots déserteurs. Ces hommes étaient triés. Pas un qui ne fût bon marin, bon soldat et bon royaliste. Ils avaient le triple fanatisme du navire, de l'épée et du roi. On devinait que ce navire avait à faire quelque chose d'extraordinaire. Un homme, en effet, venait de s'y embarquer, qui avait tout l'air d'entrer dans une aventure. L'intention du capitaine était de gagner une baie quelconque du littoral de Saint-Malo. Il espérait toucher la côte de France au point du jour. Tout allait bien. Un peu après 10 heures, le capitaine reconduisit le vieillard jusqu'à sa cabine. Vous le savez, monsieur, le secret importe. Silence jusqu'au moment de la révélation. Vous seul connaissez ici mon nom. Je l'emporterai au tombeau. Le capitaine eut la parole brusquement coupée par un cri désespéré. Et en même temps, on entendit un bruit qui ne ressemblait à aucun des bruits qu'on entend. Ce cri et ce bruit venaient du dedans du navire. Une chose effrayante venait d'arriver. Un des canons de la batterie s'était détaché. Ceci est le plus redoutable peut-être des événements de mer. Un canon qui casse son amarre devient brusquement on ne sait quelle bête surnaturelle. Cette masse court sur ses roues, a des mouvements de billes de billard,
Penche avec le roulis, plonge avec le tangage, va, vient, s'arrête, paraît méditer. Reprend sa course, traverse comme une flèche le navire d'un bout à l'autre, pirouette, se dérobe, s'évade, se cabre, heurte, ébrèche, tue, extermine. Que faire? Comment en venir à bout? En un instant, tout l'équipage fut sur pied. La faute était au chef de pièce qui avait mal entravé les 4 roues du canon. Quand l'amarre cassa, des marins étaient dans l'entrepont. Le canon, lancé par le tangage, fit une trouée dans ce tas d'hommes et en écrasa 4 du premier coup. Puis, repris et décoché par le roulis, il coupa en 2 un 5e misérable. De là, ce cri désespéré qu'on venait d'entendre. Le canon allait et venait dans l'entrepont. On eût dit le chariot vivant de l'Apocalypse. Encore quelques instants, et le naufrage était inévitable. Tout à coup, on vit un homme apparaître, une barre de fer à la main. C'était l'auteur de la catastrophe, le chef de pièce coupable de négligence et cause de l'accident. L'homme s'était posté dans un angle. Il attendait. Il attendait que le canon passât près de lui. La lutte s'engagea. Lutte inouïe. D'un côté une force, de l'autre une âme. De telles choses ne peuvent durer longtemps. Le canon sembla se dire tout à coup « Allons, il faut en finir !» Brusquement, il se précipita sur le canonnier. L'homme, acculé au bordage, était perdu. Tout l'équipage poussa un cri. Mais le vieux passager, jusqu'alors immobile, s'était élancé. Il avait saisi un ballot et, au risque d'être écrasé, il avait réussi à le jeter entre les roues du canon. Le canon trébucha. Le canonnier, à son tour, plongea sa barre de fer entre les rayons d'une des roues arrière. Le canon bascula. La lourde masse se renversa avec le bruit d'une croche qui s'écroule, et l'homme, se ruant encore perdu, ruisselant de sueur, passa le nœud coulant d'une corde au cou de bronze du monstre terrassé. C'était fini. L'homme avait vaincu. L'homme avait vaincu, mais on pouvait dire que le canon avait vaincu aussi. Le naufrage immédiat était évité, mais la corvette n'était point sauvée. Le délabrement du navire paraissait irrémédiable. Mon général, voilà l'homme. En présence de ce qu'a fait cet homme, ne pensez-vous pas qu'il y a pour ces chefs quelque chose à faire? Je le pense. Approche. Maintenant, qu'on fusille cet homme. Une négligence a compromis ce navire. Le courage doit être récompensé et la négligence doit être punie. Faites. À l'est, apparaissait une blancheur qui était le lever du jour. À l'ouest, blêmissait une autre blancheur qui était le coucher de la lune. Au levant, sur l'horizon pâle du matin, se dressaient 8 voiles,
rangés en ordre et espacés d'une façon redoutable. Ces 8 voiles étaient une escadre. On avait devant soi la croisière française, des républicains. La situation était critique. Messieurs, nous voilà maintenant cramponnés à notre tombeau. Nous ne lâcherons pas prise. Notre navire condamné, nous sommes prisonniers de l'escadre. Il nous reste une ressource, mourir. Mais mourir, c'est notre affaire à nous autres. Ce n'est pas la vôtre, à vous. Vous êtes l'homme choisi par les princes. Vous avez une grande mission, diriger la guerre de Vendée. Vous, de moins, c'est peut-être la monarchie perdue. Vous devez donc vivre. Vous allez, mon général, quitter le navire. Je vais vous donner un homme et un canot. Gagner la côte par un détour n'est pas impossible. Il n'est pas encore jour. Les lames sont hautes, la mer est obscure. Vous échapperez. Soldats et matelots, l'homme qui est parmi nous représente le roi. Il nous est confié, nous devons le conserver. Il est nécessaire au trône de France. Il sera le chef de la Vendée. Sauver la tête, c'est tout sauver. Atteindre la côte n'est pas aisé. Il faut un matelot solide, bon rameur et bon nageur, qui soit du pays et qui connaisse les passes. Il n'y a pas une minute à perdre. Y a-t-il un homme de bonne volonté? Moi. Marin du roi, clouez le pavillon blanc au grand mât. Nous allons voir se lever notre dernier soleil. Vive le roi! Alors on entendit, au fond de l'horizon, un autre cri. Lointain, immense, confus, distant pourtant. Vive la République! Et un bruit, pareil au bruit de 300 foudres, éclata dans les profondeurs de l'océan. Je suis le frère de celui que vous avez fait fusiller. Qui êtes-vous? Je viens de vous le dire. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous tuez. Comme vous voudrez. Préparez-vous À quoi? à mourir. Pourquoi? Je dis que je veux vous tuer. Et je vous demande pourquoi? Parce que vous avez tué mon frère. J'ai commencé par lui sauver la vie. C'est vrai. Vous l'avez sauvé d'abord et tué ensuite. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Qui donc l'a tué? Sa faute. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Almalo. Vous n'avez pas besoin de savoir mon nom pour être tué par moi. Tu crois en Dieu? Votre Père qui est au ciel. C'est dit. Je vous donne 1 minute, monseigneur. Pourquoi m'appelles-tu monseigneur? Parce que vous êtes un seigneur, ça se voit. As-tu un seigneur, toi? Oui, et un grand. Il s'appelle Monsieur le Marquis de Lantenac. Je ne l'ai jamais vu, ce qui n'empêche pas d'être mon maître. Et si tu le voyais, lui obéirais-tu? Certes, je serais donc un païen si je ne l'obéissais pas. Mais ce n'est pas tout ça. Vous avez tué mon frère, il faut que je vous tue.
Soit. Où est le prêtre? Le prêtre? Je n'en ai pas. Est-ce qu'on a des prêtres en pleine mer? Ceux qui meurent là-bas ont le leur. Tu perds mon âme. Ce qui est grave. Et en perdant mon âme, tu perds la tienne. Écoute, j'ai pitié de toi. Tu feras ce que tu voudras. Moi, j'ai fait mon devoir tout à l'heure. D'abord en sauvant la vie à ton frère, et ensuite en la lui ôtant. Et je fais mon devoir à présent en tâchant de sauver ton âme. Réfléchis. Cela te regarde. Entends-tu les coups de canon dans ce moment-ci? Il y a là des hommes qui périssent. Il y a là des désespérés qui agonisent. Il y a là des maris qui ne reverront plus leurs femmes, des pères qui ne reverront plus leurs enfants, des frères qui, comme toi, ne reverront plus leurs frères. Tu crois en Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, tu sais que Dieu souffre en ce moment. Dieu souffre dans son Fils très chrétien, le roi de France, qui est enfant comme l'enfant Jésus. Dieu souffre dans son Église de Bretagne. Dieu souffre dans ses cathédrales insultées, dans ses évangiles déchirés, dans ses maisons de prière violées. Dieu souffre dans ses prêtres assassinés. Qu'est-ce que nous venions faire, nous, dans ce navire qui périt à présent? Nous venions secourir Dieu. Si ton frère avait été un bon serviteur, s'il avait fidèlement fait son office d'homme sage et utile, le malheur du canon ne serait pas arrivé. La corvette n'eût pas été désemparée, elle n'eût pas manqué sa route. Elle ne fut pas tombée dans cette flotte de perdition, et nous débarquerions à cette heure, tous, en vaillants hommes de guerre et de mer que nous sommes, sabre au poing, drapeau blanc déployé, nombreux, contents, joyeux. Et nous viendrions aider les braves paysans de Vendée à sauver la France, à sauver le roi, à sauver Dieu. Voilà ce que nous ferions. Voilà ce que nous devions faire. Voilà ce que moi, le seul qui reste, je viens faire. Mais tu t'y opposes. Maintenant, tu es le maître. Oui, je te plains. Tu as menti à ton capitaine. Toi, chrétien, tu es sans foi. Toi, breton, tu es sans honneur. Tu donnes ma mort à ceux à qui tu as promis ma vie. Va, aide le démon. Ne t'arrête pas. Tu es libre de me jeter en enfer et de t'y jeter avec moi. Nous sommes seuls et face à face dans l'abîme. Continue, termine, achève, tue-moi. Grâce, monseigneur. Pardonnez-moi. J'ai tort. Mon frère a eu tort. Je ferai tout pour réparer son crime. Disposez de moi. Ordonnez. J'obéirai. Je te fais grâce. Almalo, nous allons nous séparer. Être deux ne vaut rien. Il faut être 1000 ou seul. As-tu bonne mémoire? Oui. C'est bien. Écoute, Almalo, tu vas prendre à gauche et moi à droite. Tu connais les bois? Tous. Connais-tu aussi les noms? Je connais les bois, je connais les noms, je connais tout. Tu n'oublieras rien? Rien. Ne perds pas un mot de ce que je vais te dire. Tu iras au bois de Saint-Aubin. Tu y trouveras un homme cagneux qui est surnommé Mousqueton et qui ne fait miséricorde à personne. Tu lui diras que je l'aime et qu'il mette en branle ses paroisses. Retiens bien tout. Connais-tu la Tourgue? Si je connais la Tourgue, le gros château rond qui est le château de famille de mes seigneurs, il y a une grosse porte-fer qu'on n'enfoncerait pas avec du canon. Il y a des grenouilles dans l'herbe. J'ai joué tout petit avec ces grenouilles-là. Et la passe souterraine, je la connais. Il n'y a peut-être plus que moi qui la connaisse. Quelle passe souterraine? Je ne sais pas ce que tu veux dire. C'était pour autrefois, dans les temps, quand la Tourgue était assiégée. Mon père savait le secret, il me l'a montré. Si je suis dans la forêt, je puis aller dans la tour. Et si je suis dans la tour, je puis aller dans la forêt, sans qu'on me voie. Tu te trompes, évidemment. S'il y avait un tel secret, je le saurais.
Monseigneur, j'en suis sûre, il y a une pierre qui tourne. Ah bon? Vous autres paysans, vous croyez aux pierres qui tournent, aux pierres qui chantent, aux pierres qui vont boire la nuit au ruisseau d'à côté. Tas de contes, Mais puisque je l'ai fait tourner la pierre. comme d'autres l'ont entendu chanter. Camarades, la tourgue est une bastille sûre et forte, facile à défendre. Mais celui qui compterait sur une issue souterraine pour s'en tirer serait naïf. Mais monseigneur, Ne perdons pas de temps, Almalo. Avant un mois, je veux avoir 500 000 tueurs embusqués dans les bois. L'armée républicaine est mon gibier. Pas de quartier et des embuscades partout. Tu ajouteras que les Anglais sont avec nous. Finissons-en avec la Révolution. Prenons la République entre deux feux. As-tu compris? oui, il faut tout mettre à feu et à sang. C'est ça. République française une et indivisible. Nous, prieurs de la Marne, représentants du peuple en mission, ordonnons. Le ci-devant marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, soi-disant prince breton, furtivement débarqué sur la côte de Granville et mis hors la loi. Il sera payé à qui le livrera mort ou vivant la somme de 60 000 francs. Le 2 juin 1793, signé prieur de la Marne. Où allez-vous? Je vous demande où vous allez. D'abord, où suis-je? Vous êtes dans la seigneurie de Tanis. Et j'en suis le mendiant. Et vous en êtes le seigneur. Moi? Oui, vous. Monsieur le marquis de Lantenac. Soit. Livrez-moi. Nous sommes tous deux chez nous ici. Vous dans le château, moi dans le buisson. Finissons, faites, livrez-moi. Vous alliez à la ferme d'Herbe-en-Paille, n'est-ce pas? Oui. N'y allez point. Pourquoi? Parce que les bleus y sont. Vous avez vu votre affiche? Oui. On vous cherche. Il y a là un demi-bataillon. De républicains? Parisien. Eh bien, marchons. N'y allez pas! Et où voulez-vous que j'aille? Chez moi. Écoutez, monsieur le marquis. Ce n'est pas beau chez moi, mais c'est sûr. Venez. À la ferme, vous serez fusillé. Chez moi, vous dormirez. Vous devez être las. Et demain matin, les bleus se seront remis en marche et vous irez où vous voudrez. De quel côté êtes-vous donc? Êtes-vous républicain? Êtes-vous royaliste? Je suis un pauvre. Ni royaliste ni républicain? Je ne crois pas. Êtes-vous pour ou contre le roi? Je n'ai pas le temps de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Je n'ai pas de quoi vivre. Pourtant vous venez à mon secours. Oui, parce que j'ai vu que vous étiez hors la loi. Qu'est-ce que cela, la loi? On peut donc être dehors? Je ne comprends pas. Mourir de faim, est-ce être dans la loi? Depuis quand mourrez-vous de faim? Depuis toute ma vie. Et vous me sauvez? Oui, Pourquoi? parce que j'ai dit, voilà encore un plus pauvre que moi. J'ai le droit de respirer. Lui ne l'a pas. Nous voilà frères, monseigneur. Je demande du pain. Vous demandez la vie. Nous sommes deux mendiants.
Mais savez-vous que ma tête est mise à prix? Oui, Vous savez que quelqu'un qui me livrerait gagnerait 60 000 francs? je le sais. Vous savez que 60 000 francs c'est une fortune? Oui, Et que quelqu'un qui me livrerait ferait sa fortune? c'est justement ce que j'ai pensé. En vous voyant, je me suis dit, quand je pense que quelqu'un qui livrerait cet homme-ci gagnerait 60 000 francs et ferait sa fortune, dépêchons-nous de le cacher. Soupons. Ainsi, tout ce qui arrive ou rien, c'est pour vous la même chose. À peu près. Vous êtes des seigneurs, vous autres. Ce sont vos affaires. Enfin, mais ce qui se passe? Ça se passe là-haut. Et puis il y a des choses qui se passent encore plus haut. Le soleil qui se lève. La lune qui augmente ou diminue. C'est de celle-là que je m'occupe. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Telmar. On me surnomme aussi le vieux. Je commence à ne plus marcher. Au bout d'un quart de lieue, je suis las. Vous avez des jambes de 20 ans? Nous sommes pourtant du même âge. Mais les riches, ça a sur nous un avantage. C'est que ça mange tous les jours. Manger conserve. Les pauvres, les riches, c'est une terrible affaire. C'est ce qui produit les catastrophes. Les pauvres veulent être riches et les riches ne veulent pas être pauvres. Je crois que c'est un peu là le fond. Je ne m'en mêle pas. Les événements sont les événements. Moi, je suis là, sous les étoiles. Vous me connaissez? Sans doute, Pourtant moi je ne vous connais pas. vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas vu. Je vous voyais, moi. J'étais le pauvre du bas de chemin de votre château. Vous m'avez dans l'occasion fait l'aumône. Mais celui qui donne ne regarde pas. Je tendais la main. Vous ne voyez que la main. Et vous y jetiez l'aumône dont j'avais besoin le matin pour ne pas mourir de faim le soir. Quelquefois un sou. C'est la vie. Je vous dois la vie. Je vous la rends. C'est vrai. Vous me sauvez. Oui, je vous sauve, monseigneur. À une condition, Laquelle? c'est que vous ne veniez pas ici pour faire le mal. Je viens ici pour faire le bien. Monseigneur, 4 heures du matin viennent de sonner au clocher de Tanis. Tout est tranquille dans la ferme et dans le hameau d'herbe en paille. Les bleus dorment ou sont partis. Le plus fort du danger est passé. Il est sage de nous séparer. Le marquis se leva et s'en alla. À un embranchement de route marqué par une croix de pierre, il vit une autre affiche. Il y avait au bas de l'affiche quelque chose qu'il n'avait pu lire la veille à cause du peu de jour qu'il faisait. L'identité du ci-devant marquis de Lantenac constatée, il sera immédiatement passé par les armes. Signé, le chef de bataillon, commandant la colonne d'expédition, Gauvin. Gauvin. Gauvin! Gauvin! Tout à coup, le paysage fut terrible. Ce fut comme une embuscade qui éclate. Le marquis constata dans le hallier comme l'éparpillement d'une troupe furieuse et joyeuse. On semblait fouiller, poursuivre, traquer. Cela ressemblait maintenant à une battue. Il était évident qu'on cherchait quelqu'un. Lantenac! Lantenac! Le marquis de Lantenac!
subitement, et de tous les côtés à la fois, le fourré se remplit de baïonnettes, de fusils et de sabres. Je suis l'homme que vous cherchez. Je suis le marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, lieutenant général des armées du roi. Finissons-en. Anjou. Feu! Il baissa les yeux, cherchant du regard les fusils braqués, et se vit entouré d'hommes à genoux. Un immense cri s'éleva. « Vive Lantenac! Vive Monseigneur! Vive le général !» Ce qu'il avait autour de lui, c'était une bande vendéenne. « Nous vous cherchions, en effet, nous vous avons trouvé. Voici l'arme de commandement. Ces hommes sont maintenant à vous. J'étais leur commandant, je monte en grade, je suis votre soldat. Donnez vos ordres, mon général. » Debout. Et vive le roi! Combien donc êtes-vous? 7000 aujourd'hui. Nous serons 15 000 demain. Nous pensions bien que vous deviez être quelque part dans cette forêt et nous vous cherchions. Et vous avez attaqué les Bleus dans la ferme d'herbe en paille? Ils ne se défiaient pas. Les gens du hameau qui sont pâteaux les avaient bien reçus. Ce matin, nous avons investi la ferme. Les Bleus dormaient. Un entour demain, la chose a été faite. Mon général, j'attends vos commandements. D'abord, le rendez-vous est donné à la forêt de Fougères. Qu'on se disperse et qu'on y aille. L'ordre est donné. Ne m'avez-vous pas dit que les gens d'herbe en paille avaient bien reçu les Bleus? Oui, mon général. Vous avez brûlé la ferme? Oui. Avez-vous brûlé le hameau? Non. Brûlez-le. Que faut-il faire des blessés? Achevez-les. Que faut-il faire des prisonniers? Fusillez-les. Il y en a environ 80. Fusillez tout. Il y a 2 femmes. Aussi. Il y a 3 enfants. Emmenez-les. On verra ce qu'on en fera. Pendant que ceci se passait, le mendiant s'en était allé. Une fumée appela son attention. Elle était noire et s'élevait au-dessus d'herbe en paille. Il arriva à ce qui avait été la porte de la ferme et il regarda dans la cour. Il y avait là un monceau noir, vaguement modelé d'un côté par la flamme, de l'autre par la lune. Ce monceau était un tas d'hommes. Ces hommes étaient morts. Telmar s'approcha. Il se mit à examiner l'un après l'autre ces corps gisants. Ils avaient encore leurs uniformes qui étaient bleus. Ça et là, on distinguait des cocardes tricolores. C'étaient des républicains. Comme il allait se retirer, ses yeux tombèrent sur un mur bas qui était dans la cour. Et il vit 4 pieds qui dépassaient. C'étaient des pieds de femmes. 2 femmes étaient gisantes côte à côte derrière le mur, fusillées aussi. Telmar se pencha sur elle. L'une de ces femmes avait une sorte d'uniforme. À côté d'elle était un bidon, brisé et vidé. C'était une cantinière. Elle avait 4 balles dans la tête. Elle était morte. Telmar examina l'autre. C'était une paysanne. Elle était blême et béante. Ses yeux étaient fermés. Elle n'avait aucune plaie à la tête. Il la toucha. Elle n'était pas froide. Elle n'avait d'autre blessure que la clavicule cassée et la plaie à l'épaule. Il
posa la main sur le cœur et sentit un faible battement. Elle n'était pas morte. Telmar leva les yeux au ciel et murmura entre ses dents. Si j'avais su! Il y avait, rue du Pan, à Paris, un café. C'était là que se rencontraient parfois, à peu près secrètement, des hommes tellement puissants et tellement surveillés qu'ils hésitaient à se parler en public. Le 28 juin 1793, 3 hommes étaient réunis autour d'une table. Le premier de ces hommes s'appelait Robespierre, le second Danton, le troisième Marat. Écoutez, il n'y a qu'une urgence à la République en danger. Je ne connais qu'une chose, délivrer la France de l'ennemi. Pour cela, tous les moyens sont bons. Tous, tous, tous. Soyons épouvantables et utiles. Écrasons l'ennemi. Je veux bien. La question est de savoir où est l'ennemi. Il est dehors et je l'ai chassé. Il est dedans et je le surveille. Et je le chasserai encore. On ne chasse pas l'ennemi du dedans. Qu'est-ce donc qu'on fait? On l'extermine. J'y consens. Je vous dis qu'il est dehors, Robespierre. Danton, je vous dis qu'il est dedans. Robespierre, il est à la frontière. Danton, il est en Vendée. Calmez-vous. Il est partout et vous êtes perdus. Très beau généralité. Je précise, voici des faits. Pédant. Danton, écoutez. La Vendée, jusqu'à ce jour éparse entre plusieurs chefs, est au moment de se concentrer. Elle va désormais avoir un capitaine unique. Un brigand central. C'est l'homme débarqué près de Pontorson le 2 juin. Vous avez vu ce qu'il est. La guerre de forêt s'organise sur une vaste échelle. Quand l'insurrection paysanne sera complète, la descente anglaise se fera. Dans 15 jours, on aura une armée de brigands de 300 000 hommes et toute la Bretagne sera au roi de France. C'est-à-dire au roi d'Angleterre. Non, au roi de France. Le roi de France est pire. Il faut 15 jours pour chasser l'étranger. 1800 ans pour éliminer la monarchie. Non mais voilà qui est fort, hein. Voilà la catastrophe à l'ouest quand elle est à l'est. Robespierre, je vous accorde que l'Angleterre se dresse sur l'océan. Mais l'Allemagne se dresse sur le Rhin. Brunswick grossit et avance. Il arbore le drapeau allemand sur toutes les places françaises qu'il prend. Et si cela continue, et si nous n'y mettons ordre, nous allons tuer le roi de France pour le roi de Prusse. Vous avez chacun votre dada. Vous, Danton, la Prusse. Vous, Robespierre, la Vendée. Je vais préciser, moi aussi. Vous ne voyez pas le vrai péril. Le voici. Les cafés et les tripots. Voilà ce qui est sérieux. Vous moquez-vous, Marat? Je vous retrouve, citoyen Danton. C'est bien vous qui, en pleine convention, m'avez appelé l'individu Marat. Écoutez, je vous pardonne.
Nous traversons un moment imbécile. Ah, je me moque. En effet, quel homme suis-je? J'ai dénoncé Chazot, j'ai dénoncé Moreton, j'ai dénoncé Pétion, Kersin, Dufriche-Valazier, Ligonier, Jansonnet, Biron, Lidon, Chambon. Ai-je eu tort? Je flaire la trahison dans le traître. Et je trouve utile de dénoncer le criminel avant le crime. Du reste, je devais m'y attendre. Vous ne m'avez pas compris. Ce que je vous ai dit voulait dire ceci. Vous vous trompez tous les deux. Le danger n'est ni à Londres, ni à Berlin. Il est à Paris. Il est dans l'absence d'unité, dans le droit qu'a chacun de tirer de son côté, à commencer par vous deux, dans la mise en poussière des esprits, dans l'anarchie des volontés. L'anarchie. Qui l'a fait si c'était vous? Danton, Robespierre, le danger est dans ce tas de café, dans ce tas de clubs. Le danger est dans la famine. Les agioteurs et les accapareurs, voilà le danger. Ah, vous ne regardez pas Paris. On conspire, on conspire, on conspire. Vous avez beau aller vous enfermer pour être entre vous, dans la salle du conseil exécutif. On sait tout ce que vous y dites. Et la preuve, Robespierre, c'est que voici les paroles que vous avez dites hier soir à Saint-Just. Barbaroux commence à prendre du ventre. Cela va le gêner dans sa fuite. Oui, le danger est partout. À Paris, les ci-devant complotent et les patriotes vont pieds nus. Les chevaux de luxe qui devraient être attelés au canon sur la frontière nous éclaboussent dans la rue. Le pain de 2 kilos vaut 3 francs 12 sous et Robespierre fera guillotiner Danton. Oui. Ce qu'il faut, c'est un dictateur. Robespierre, vous savez que je veux un dictateur. Je sais, Marat. Vous ou moi? Moi ou vous? Ah, la dictature, touchez-y. Écoutez, Marat, avant de s'épouser, il faut se connaître. Comment avez-vous su le mot que j'ai dit hier à Saint-Just? Ceci me regarde, Robespierre. Marat! C'est mon devoir de me renseigner, c'est mon affaire de m'éclairer. Marat! J'aime à savoir. Marat! Ah, Robespierre, je sais ce que vous dites à Saint-Just. Je sais ce que vous dites, Robespierre. Comme je sais ce qu'il s'est passé à la tour du Temple quand on y a engraissé Louis XVI. Si bien que seulement dans le mois de septembre, le loup, la louve et les louveteaux ont mangé 86 paniers de pêche. Pendant ce temps-là, le peuple est affamé. Oui, je sais tout. Je suis l'œil énorme du peuple. Du fond de ma cave, j'observe. Oui, j'entends. Oui, je vois. Oui, je sais. Les petites choses vous suffisent. Vous vous admirez. Robespierre s'imagine que l'histoire voudra savoir qu'il avait une redingote olive à la Constituante, un habit bleu ciel à la Convention. Il a son portrait sur tous les murs de sa chambre. Et vous, Marat, vous avez le vôtre dans tous les égouts. Robespierre, Marat, calmez-vous. Ah, de quoi se mêle Danton? De quoi je me mêle? De ceci. Qu'il ne faut pas de fratricide. Qu'il ne faut pas de lutte entre deux hommes qui servent le peuple. Que c'est assez de la guerre étrangère, que c'est assez de la guerre civile, et que ce serait trop de la guerre domestique. Que c'est moi qui ai fait la révolution, et que je ne veux pas qu'on la défasse. Voilà de quoi je me mêle. Mêlez-vous de rendre vos comptes. Mes comptes. Allez les demander à la Champagne délivrée, à la Belgique conquise, aux armées où j'ai été 4 fois déjà, offrir ma poitrine à la mitraille. Marat, vous êtes l'homme caché. Moi, je suis l'homme du grand air et du grand jour. Je hais la vie reptile. Vous habitez une cave? Vous ne communiquez avec personne? Moi, quiconque passe peut me voir et me parler. Oh, joli garçon, voulez-vous monter chez moi? Danton, rendez compte des 33 000 écus que Montmorin vous a payés au nom du roi. J'étais du 14 Et juillet. le garde-meuble, et les diamants de la couronne. Je poussais le peuple au retour de Et Varennes. la salle de l'opéra qu'on bâtit avec de l'argent fourni J'ai par vous. armé les sections de Paris. Et les 2 millions de dépenses secrètes de l'Assemblée dont vous avez pris le quart. J'ai arrêté l'ennemi en marche et j'ai barré le passage au roi coalisé. Prostituée. Oui, je suis une fille publique. J'ai vendu mon ventre, mais j'ai sauvé le monde. Je suis comme l'océan. J'ai mon flux et mon reflux.
À mer basse, on voit mes bas-fonds. À mer haute, on voit mes flots. Votre écume! Ma tempête! Attends, Robespierre, vous ne voulez pas m'écouter. Eh bien, je vous le dis. Vous êtes perdu. Votre politique mène à des impossibilités d'aller plus loin. Vous n'avez plus d'issue. Et vous faites des choses qui ferment devant vous toutes les portes, excepté celle du tombeau. Adieu, messieurs. Tu as tort, Marat. C'est toi, citoyen Simondin. Je dis que tu as tort, Marat. Tu es utile. Et Robespierre et Danton sont nécessaires. Pourquoi les menacer? Citoyen, comment êtes-vous entré? Oh, le citoyen Simondin n'est pas de trop. Parbleu, expliquons-lui la situation, il va nous départager. Soit. De quoi s'agit-il? De la Vendée. Eh bien, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'elle fait, cette Vendée? Ceci. Elle a un chef. Qui est ce chef, citoyen Robespierre? C'est un ci-devant marquis de Lantenac. Il brûle les villages, achève les blessés, massacre les prisonniers, fusille les femmes. Les femmes? Oui. Il a fait fusiller, entre autres, une mère de 3 enfants. On ne sait ce que les enfants sont devenus. Eh bien, citoyen Simourdin, cet homme-là est en Vendée. Il faut le mettre hors la loi. C'est fait. Il faut mettre sa tête à prix. C'est fait. Il faut offrir à qui le prendra beaucoup d'argent, C'est fait. en or. C'est fait. Et il faut le guillotiner. Ce sera fait. Par qui? Par vous. Par moi. Oui. Vous serez délégué du comité de salut public avec plein pouvoir. J'accepte. Oui. Terrible contre terrible. Lantenac est féroce. Je le serai. Près de qui serais-je délégué? Près du commandant de la colonne expéditionnaire envoyée contre Lantenac. Seulement, je vous en préviens, c'est un noble. Vous aurez affaire à un jeune homme. Il faut le diriger, mais le ménager. Depuis 15 jours, il tient en échec ce vieux marquis de Lantenac. Ce jeune homme me semble avoir de grandes qualités. Mais il a un défaut, Lequel? la clémence. C'est ferme au combat et mou après. Ça donne de l'indulgence, ça fait grâce, ça pardonne, ça sauve les femmes et les filles d'aristocrates, ça relâche les prisonniers. Grave faute. Crime, Quelquefois. Souvent, presque toujours. Quand on a affaire aux ennemis de la patrie, toujours. Et que ferais-tu donc d'un chef républicain qui mettrait en liberté un chef royaliste? Je le ferai fusiller. Ou guillotiner? Au choix. J'aime autant l'un que l'autre. Tu es sûr d'avoir l'un ou l'autre? Ainsi, citoyen Simourdin, si un chef républicain branché, tu lui ferais couper la tête? Dans les 24 heures. Eh bien, je suis de l'avis de Robespierre. Il faut envoyer le citoyen Simourdin près du commandant de la colonne expéditionnaire. Comment s'appelle-t-il déjà, ce commandant? c'est un ci-devant, un noble. Citoyen Simourdin, le commandant sur qui vous aurez les pleins pouvoirs est un ci-devant vicomte. Il s'appelle Gauvin. Gauvin. Le vicomte Gauvin. Oui. Eh bien, citoyen Simourdin, aux conditions indiquées par vous-même, acceptez-vous la mission auprès du commandant Gauvin? Est-ce dit? C'est dit. Il n'y a pas un moment à perdre. Nous savons qui vous êtes. Vos pouvoirs sont illimités. Vous pouvez faire Gauvin général ou l'envoyer à l'échafaud. Quand partirez-vous? Sur le champ. Simordin était une conscience pure, mais sombre. L'homme peut, comme le ciel, avoir une sérénité noire. Il suffit que quelque chose fasse en lui la nuit. La prêtrise avait fait la nuit dans Simordin. Ce qui fait la nuit en nous peut laisser en nous les étoiles. Simordin était plein de vertu et de vérité, mais qui brillait dans les ténèbres. Son histoire était courte à faire. Il avait été curé de village et précepteur dans une grande maison.
Puis un petit héritage lui était venu, et il s'était fait libre. Étant jeune et précepteur dans cette maison presque princière, Simurdin avait eu un élève, fils et héritier de la maison. Et il l'aimait. Que ne pardonne-t-on pas à un enfant? Il l'aimait de toutes les tendresses à la fois. Comme père, comme frère, comme ami, comme créateur. Dans ce cerveau d'aristocrate, il avait versé l'âme du peuple. Il avait communiqué au jeune vicomte Gauvin, son élève, tout le progrès qu'il avait en lui. L'écart naturel de la vie s'était fait. L'éducation finie, Simurdin avait dû quitter l'enfant devenu jeune homme. Payé et mis dehors, il était sorti du monde d'en haut et rentré dans le monde d'en bas. La cloison entre les grands et les petits s'était refermée et Simurdin avait perdu de vue son élève. Cet élève, cet enfant, cet orphelin, Gauvin, était le seul être qu'il aimât sur la terre. Vous arrêtez-vous ici? Non, Où donc allez-vous? à Dole. Dans ce cas, restez à Vranches ou retournez à Pontorson? Pourquoi? Parce qu'on se bat à Dole. D'où venez-vous, citoyen? De Paris, Vous avez marché aujourd'hui toute la journée. depuis l'aube Et hier, et avant-hier. je vois cela. Croyez-moi. Reposez-vous, citoyen. Vous devez être fatigué. Vous dites qu'on se bat à Dole? Oui, ça doit commencer dans ces moments-ci. Qui est-ce qui se bat? Un ci-devant contre un ci-devant. Vous dites? Je dis qu'un noble qui est pour la République se bat contre un noble qui est pour le roi. Il n'y a plus de roi. Il y a le petit. Et le curieux, c'est que les deux ci-devant, c'est deux parents. C'est le petit-neveu qui se bat contre le grand-oncle. L'oncle est royaliste, le neveu est patriote. Ah, ils ne se feront pas de quartier, allez, c'est une guerre à mort. Et lequel des deux l'emporte? Jusqu'à présent, le vicomte Gauvin. Mais il a de la peine. Ce marquis de Lantenarc est tout puissant en Bretagne. Pour les paysans, c'est un prince. Le jour de son débarquement, il a eu tout de suite 8000 hommes. En une semaine, 300 paroisses ont été soulevées. S'il avait pu prendre un coin de la côte, les Anglais débarquaient. Et heureusement, ce Gauvin s'est trouvé là. Il a rembarré son grand-oncle. Et puis, le bonheur a voulu que ce Lantenac, en arrivant et en massacrant une masse de prisonniers, ait fait fusiller 2 femmes, dont une avait 3 enfants qui avaient été adoptés par un bataillon de Paris. Alors cela a fait un bataillon terrible. Il s'appelle le bataillon du bonnet rouge. Ils veulent voler les femmes et ravoir les enfants. On ne sait ce que le vieux en a fait de ces petits. Vous ne mangez rien, citoyen? J'ai un morceau de pain.
Il me semble que j'entends le canon. Oui, citoyen, et la fusillade. On déchire de la toile. Vous devriez passer la nuit ici. Il n'y a rien de bon à attraper à Dole. Je ne puis m'arrêter. Je dois continuer ma route. Vous avez tort. Je ne connais pas vos affaires, mais le risque est grand. Et à moins qu'il ne s'agisse de ce que vous avez de plus cher au monde. C'est en effet de cela qu'il s'agit. De quelque chose comme de votre fils. À peu près. Eh bien, puisque vous êtes décidé à partir, écoutez mon conseil. Il est clair que vous allez à Saint-Malo. Eh bien, n'allez pas par Dole. Il y a deux chemins. Le chemin le long de la mer et le chemin par Dole. L'un n'est guère plus court que l'autre. Citoyen, au bout de la rue, vous allez tomber sur l'embranchement des deux chemins. Celui de Dole est à gauche, celui le long de la mer est à droite. Écoutez-moi bien. Si vous allez par Dole, vous tombez dans le massacre. C'est pourquoi ne prenez pas à gauche, prenez à droite. Quand le voyageur fut au bout de la rue à l'embranchement des deux chemins, il entendit la voix de l'aubergiste qui lui criait de loin. Prenez à droite! Il prit à gauche. L'aubergiste de la Croix-Branchard avait dit vrai. Une mêlée forcenée emplissait Dole au moment où elle parlait. Un duel nocturne entre les blancs arrivés le matin et les bleus survenus le soir avait brusquement éclaté dans la ville. D'un côté, Lantenac, de l'autre, Gauvin. Lantenac était exaspéré contre Gauvin. Quelle idée d'être jacobin! Diable, Gauvin! Mon héritier, mon petit-neveu, presque mon petit-fils. À vaurien! Si je te mets la main dessus, je te tue comme un chien! Voyant Dole sans défense, Lantenac s'était jeté dessus. Il était accompagné de Gouge le Bruant, son lieutenant, à qui il avait laissé le commandement durant la nuit. Ce Gouge le Bruant a laissé une vague trace dans l'histoire. Il avait deux surnoms, Brise Bleue, à cause de ses carnages de patriotes, et Limanus, à cause de sa laideur surhumaine et quasi divine dans l'épouvante. Tout à coup dans la nuit, on entend une voix qui s'écrie. 200 hommes par la droite, 200 hommes par la gauche, tout le reste sur le centre. À la baïonnette! Fonçons! Monseigneur, nous sommes surpris. Par qui? Les Bleus. On s'était à peine endormis quand à la lueur du crépuscule, on voit 3 pièces de canon braquées à l'entrée de la grande rue. C'est Gauvin. L'un de nous se dresse, crie qui vive et lâche son coup de fusil. Un coup de canon réplique. Rude secousse. S'endormir sous les étoiles, se réveiller sous la mitraille. On court, on crie, beaucoup tombent. Les balles sifflent, raie l'obscurité, c'est épouvantable. La route de Dinan est-elle libre? Oui, je le crois. Il faut commencer la retraite. J'ai fait diriger sur Fougères le plus que j'ai pu des bagages, les femmes, tout l'inutile. Que faut-il faire des 3 petits prisonniers? Ah, ces enfants. Oui, Ils sont nos otages. Fais-les conduire à la tourgue. En quelques instants, la rue fut vide. On n'entendait que ce cri. Sauf qui peut! Et l'armée royaliste se dispersa dans la campagne avec une rapidité de nuée emportée par l'ouragan. La victoire était complète. Gauvin avait remarqué dans le pêle-mêle effréné de la déroute un homme intrépide qui avait protégé la fuite des autres et ne s'était pas enfui. Il avait un pistolet dans un poing, on osait l'approcher. Tout à coup, Gauvin le vit qui chancelait et qui s'adossait à un pilier de la grande rue. Cet homme venait d'être blessé. Rends-toi. Tu es mon prisonnier. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Danse à l'ombre. Tu es un vaillant. Vive le roi!
Qui est cet homme? A-t-il des papiers sur lui? Comité de salut public, le citoyen Simourdin. Simourdin. Simourdin, c'est vous? Vous m'avez sauvé la vie. Mon maître. Ton père. Il y avait quelque part quelqu'un de plus gravement blessé que Simourdin. C'était la femme fusillée que le mendiant Telmar avait ramassée dans la grande mare de sang de la ferme d'Herbampaille. Une balle lui traversait l'épaule, une autre balle lui cassait la clavicule. Mais comme le poumon n'avait pas été touché, elle put guérir. Un jour, elle put sortir appuyée sur Telmar et alla s'asseoir sous les arbres, au soleil. Eh bien, nous sommes debout. Nous n'avons plus de plaies. Seulement au cœur. Alors vous ne savez pas du tout où ils sont? Qui ça? Mes enfants! Puisque vous ne m'en parlez pas, puisque depuis tant de jours vous êtes près de moi sans m'en ouvrir la bouche, puisque vous semblez craindre que je n'en parle, puisque vous essayez de me faire taire chaque fois que je veux rompre le silence, c'est que vous n'avez rien à me dire. Mes enfants! Vous avez eu tort de me sauver, je vous en veux. J'aimerais mieux être morte. Parce que je suis sûre que je les verrai. Je saurai où ils sont. Ils ne me verraient pas, mais je serai près d'eux. Une morte, ça doit pouvoir protéger. Calmez-vous. Vous vous redonnez la fièvre. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi je n'ai pas mes enfants. Je sens bien qu'il se passe quelque chose. On a tué mon mari, on m'a fusillé, mais c'est égal, je ne comprends pas. Allons. Voilà que la fièvre vous reprend. Ne parlez plus. Où allez-vous? Je vais les chercher. Où en sommes-nous? Vous le savez aussi bien que moi. J'ai dispersé les bandes de Lantenac. Il n'a plus que quelques hommes avec lui. Le voilà acculé à la forêt de Fougères. Dans 8 jours, il sera cerné. Et dans 15 jours? Il sera pris. Et puis, Il sera fusillé. il faut qu'il soit guillotiné. Moi, je suis pour la mort militaire. Et moi pour la mort révolutionnaire. Pourquoi as-tu refusé d'envoyer au tribunal révolutionnaire tout ce vieux troupeau de prêtres fanatiques pris à Louvigné? Parce que je ne fais pas la guerre aux vieillards. Pas de fausse pitié, Gauvin. Mon maître, je ne suis pas un homme politique. Tâche de ne pas être un homme dangereux. Pourquoi, quand le rebelle Jean Tréton s'est rué seul contre toute ta colonne, as-tu crié « Ouvrez les rangs, laissez passer » Parce qu'on ne se met pas à 1500 pour tuer un homme. Pourquoi, quand tu as vu que tes soldats allaient tuer le Vendéen Joseph Béziers, qui était blessé et qui se traînait, as-tu crié « J'en fais mon affaire » et as-tu tiré ton coup de pistolet en l'air? Parce qu'on ne tue pas un homme à terre. Et tu as eu tort. Tous deux sont aujourd'hui chefs de bande. Joseph Béziers, ses moustaches, et Jean Tréton, ses jambes d'argent. En sauvant ces deux hommes, tu as donné 2 ennemis à la République. Certes, je voudrais lui faire des amis et non lui donner des ennemis.
Pourquoi, après la victoire de Landéan, n'as-tu pas fait fusiller tes 300 paysans prisonniers? J'ai voulu qu'il fût dit que la République faisait grâce aux prisonniers royalistes. Et alors, si tu prends Lantenac, tu lui feras grâce? Non, Pourquoi? Puisque tu as fait grâce aux 300 paysans. les paysans sont des ignorants, Lantenac sait ce qu'il fait. Lantenac est un vieillard. Lantenac n'a pas d'âge. Lantenac appelle les Anglais. Lantenac est l'ennemi de la patrie. Le duel entre lui et moi ne peut finir que par sa mort ou par la mienne. Gauvin, souviens-toi de cette parole. Elle est dite. Ce sera une date sanglante que cette année 93 où nous sommes. Prends garde. Les devoirs terribles existent. N'accuse pas qui n'est point accusable. Depuis quand la maladie est-elle la faute du médecin? Oui. Ce qui caractérise cette année énorme, c'est d'être sans pitié. La révolution extirpe la royauté dans le roi, l'aristocratie dans le noble, le despotisme dans le soldat, la superstition dans le prêtre, la barbarie dans le juge. En un mot, tout ce qui est la tyrannie dans tout ce qui est le tyran. L'opération est effrayante. La révolution l'a fait d'une main sûre. Vous souffrez? Sans doute. Combien de temps cela durera-t-il? Le temps de l'opération. Ensuite, vous vivrez. La révolution ampute le monde. De là cette hémorragie. 93. Le chirurgien est calme. Les hommes que je vois sont violents. Un jour, la révolution sera la justification de la terreur. Craignez que la terreur ne soit la calomnie de la révolution. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont des dogmes de paix et d'harmonie. Pourquoi leur donner un aspect effrayant? Que voulons-nous? Conquérir le peuple à la République universelle? Eh bien, ne leur faisons pas peur. À quoi bon l'intimidation? Pas plus que les oiseaux, les peuples ne sont attirés par l'épouvantail. Il ne faut pas faire le mal pour faire le bien. On ne renverse pas le trône pour laisser l'échafaud debout. Abattons les couronnes, épargnons les têtes. Les idées douces sont mal servies par les hommes incléments. Amnistie est pour moi le plus beau mot de la langue humaine. Du reste, je ne sais que combattre et je ne suis qu'un soldat. Mais si l'on ne peut pardonner, cela ne vaut pas la peine de vaincre. Soyons pendant la bataille les ennemis de nos ennemis et après la victoire, leurs frères. Prends garde. Gauvin, tu es pour moi plus que mon fils. Prends garde. Dans des temps comme les nôtres, la pitié peut être une des formes de la trahison.
Juillet s'écoula. Août vint. Un souffle héroïque et féroce passait sur la France. Tout devenait formidable. Dans ce mois d'août, la Tourgue était assiégée. Un soir, pendant le lever des étoiles, Dans le calme d'un crépuscule caniculaire, pas une feuille ne remuant dans la forêt. pas une herbe ne frissonnant dans la plaine. À travers le silence de la nuit tombante, Un son de trompe, venant du haut de la tour, se fit entendre. Homme qui m'écoutez, je suis Gouge le Bruant, surnommé Brise Bleue, parce que j'ai massacré beaucoup des vôtres, et surnommé aussi Limanus, parce que j'en tuerai encore plus que j'en ai tué. J'ai eu un œil crevé d'un coup de sabre à l'attaque de Granville, et vous avez fait guillotiner à Laval mon père et ma mère, et ma sœur Jacqueline, âgée de 18 ans. Voilà ce que je suis. Je vous parle au nom de mon seigneur, le marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, prince breton, seigneur de cette forêt, mon maître. Mon seigneur est là à mes côtés. Je suis la bouche par où passent ses paroles. Homme qui nous assiégeait, faites silence. Voici ce qu'il importe que vous entendiez. N'oubliez pas que la guerre que vous nous faites n'est point juste. Nous sommes des gens qui habitons notre pays. Et nous sommes simples et purs sous la volonté de Dieu, comme l'herbe sous la rosée. C'est la République qui nous a attaqués. Elle est venue nous troubler dans nos campagnes. Elle a brûlé nos fermes et nos maisons, et mitraillé nos métairies. Et nos femmes et nos enfants ont été obligés de s'enfuir pieds nus dans les bois quand la fauvette d'hiver chantait encore. Vous qui êtes ici et qui m'entendez, vous nous avez traqués dans cette forêt, et vous nous cernez dans cette tour. Vous êtes 4500 soldats qui nous attaquaient, et nous sommes 19 hommes qui nous défendons. Maintenant, vous préparez l'assaut. Homme qui est au bas de cette tour, écoutez. Nous avons en nos mains 3 prisonniers, qui sont 3 enfants. Ces enfants sont à vous. Ils ont été adoptés par un de vos bataillons. Nous vous proposons de vous rendre ces enfants à une condition. C'est que nous aurons la sortie libre. Si vous refusez, écoutez bien. Les enfants seront placés dans la salle du second étage. La porte de fer sera fermée sur eux et j'y mettrai le feu. À présent, acceptez ou refusez. Si vous acceptez, nous sortons. Si vous refusez, les enfants meurent. J'ai dit. Nous refusons. nous vous donnons 24 heures pour vous rendre à discrétion. Demain, à pareille heure, si vous n'êtes pas rendus, nous donnons l'assaut. Et alors, pas de quartier. Limanus ouvrit la lourde porte de fer et plaça dans la salle du 2e étage le berceau où étaient René, Alain et Georgette. Après quoi, il plaça la mèche soufrée. Puis, il referma la lourde porte de fer à double tour. Et rapporta la clé au marquis de Lantenac, qui la mit dans sa poche. Le marquis mit l'épée à la main. Les 19 assiégés se groupèrent en silence dans la salle basse. On entendait le pas mesuré de la colonne d'attaque qui avançait vers la tour,
dans l'obscurité. Tous épaulèrent leurs fusils, et le marquis dit d'une voix grave, « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !» Tous firent feu à la fois et la lutte s'engagea. Au moment où le premier flot des assiégeants entra, tout se couvrit d'éclairs, et ce fut quelque chose comme la foudre éclatant sous terre. Le cri de Gauvin s'éleva, Fonçons! puis le cri de Lantenac, Faites ferme contre l'ennemi! puis des cliquetis, sabre contre sabre, et coup sur coup, d'effroyables décharges tuant tout. On marchait sur des cadavres, on écrasait des plaies, on broyait des membres cassés d'où sortaient des hurlements. Un ruisseau de sang s'échappait de la tour et se répandait dans l'ombre. On eût dit que c'était la tour elle-même qui saignait. Le courage est d'échapper! Montons au 2e étage, là nous recommencerons. Ils gagnèrent la salle du 2e étage. C'est là qu'était la porte de fer. C'est là qu'était la mèche soufrée. C'est là qu'il fallait capituler ou mourir. Les assiégés se comptèrent. Des 19 n'étaient plus que 7. Tous, excepté le marquis et Limanus, étaient blessés. Mes amis, tout est fini. Que chacun confesse ses fautes à haute voix. J'ai tué! J'ai tué, dit Wanard. J'ai tué, dit Guinoiseau. J'ai tué, dit Brandamour. J'ai tué, dit Châtenay. J'ai tué, dit Limanus. Au nom de la très sainte Trinité, je vous absous. Ainsi soit-il. Maintenant, mourons. Et tuons! Je vous l'avais bien dit, monseigneur. C'est toi, Almalo? Moi, monseigneur. Vous voyez bien que les pierres qui tournent, cela existe, et qu'on peut sortir d'ici. J'arrive à temps, mais faites vite. Dans 10 minutes, vous serez en pleine forêt. Merci, Almalo. Je vous ordonne de vivre et de fuir. Vite! Et profitez de cette issue. Monseigneur, dépêchons-nous. La pierre résiste à présent. J'ai pu ouvrir le passage, mais je ne pourrais le fermer. Camarades, combien de temps faut-il pour qu'on sorte par cette passe et qu'on soit en sûreté dans la forêt? Un quart d'heure suffit. Ainsi, si l'ennemi n'entrait ici que dans un quart d'heure, Il pourrait nous poursuivre, il ne nous atteindrait pas. Mais ils seront là dans 5 minutes! Un quart d'heure! Qui est-ce qui les arrêtera un quart d'heure? moi, Toi? Gouge le bruyant. moi, monseigneur. Écoutez, j'ai toute ma force. Je n'ai perdu aucune goutte de sang. Partez tous. Je me charge d'arrêter l'ennemi une bonne demi-heure. Ils trouveront à qui parler. Maintenant, vite, allez-vous-en! Il n'y a plus personne. Ah, je comprends. Venez donc tous, camarades, venez! Ils s'en sont allés. Voici la brèche par où ils sont passés, il n'y a plus personne. Hé toi! L'homme qui est à terre, qui es-tu? Je suis celui qui est à terre et qui se moque de ceux qui sont debout. Je te fais prisonnier. Je t'en défie. Vous vous souviendrez de moi. Je venge sur vos 3 petits, notre petit à nous, le roi qui est au temple. Et Limanus, se penchant sur la mèche en combustion, soufflant son dernier soupir sur l'incendie, expira. Le marquis de Lantenac n'était pas loin. L'escalier par où Almalo et lui étaient descendus, à la suite des autres fugitifs, se terminait tout près du ravin et des arches du pont par un étroit couloir voûté. Monseigneur, à votre droite, c'est le ravin, à votre gauche, c'est la forêt. Comme il allait prendre à gauche vers la forêt, il lui sembla qu'une sorte de rayon vague pénétrait jusqu'à lui. Il se retourna, et à travers les broussailles nettement découpées, il vit une grande lueur dans le ravin. À travers les broussailles, il vit le pont en flammes, la tourgue rouge de la réverbération. Et par l'écartement de 2 branches, il aperçut, au-dessus de sa tête, vis-à-vis du château brûlant et dans le plein jour de l'incendie, une figure hagarde et lamentable. Une femme penchée sur le ravin. Mon Dieu, mes enfants!
Ce sont mes enfants! Au secours! Au feu! Au feu! Au feu! Est-ce qu'il n'y a personne là? Mes enfants vont brûler! Georgette! Mes enfants! Qui donc a mis mes enfants là? Ils dorment! Je suis folle! C'est une chose impossible! Au secours! Au feu! J'ai crié au feu! Mes enfants vont brûler! Ils dorment! Des anges! Dire que ce sont des anges! Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces innocents-là? Moi, on m'a fusillé, eux, on les brûle! Sauvez mes enfants! Est-ce que vous ne m'entendez pas? Une chienne, on aurait pitié d'une chienne! Ils dorment! Georgette! Je vois son petit ventre à cet amour! René! Alain, c'est comme ça qu'il s'appelle! On est donc des monstres! Sauvez mes enfants! C'est pourtant vrai qu'ils sont là dans le feu! Au secours! Ce n'est pas possible qu'il y ait sur Terre des hommes et qu'on laisse ces trois petits mourir comme cela! Au secours! Je veux mes enfants! Je ne sais pas ce que je ferai, je ne veux pas qu'ils meurent! Au secours! Au secours! Au secours! Cependant, un grand mouvement se faisait dans la tourgue et sur le plateau. Tout le camp accourait autour du feu qui venait d'éclater. Des voix s'élevaient sur le plateau et dans le ravin. Une échelle! On n'a pas d'échelle. De l'eau! On n'a pas d'eau. Enfoncez la porte! Elle est en fer. Enfants! Mais dépêchez-vous! Mes enfants! Mes enfants! Le marquis tâta sa poche et y toucha la clé de la porte de fer. Alors, se courbant sous la voûte par laquelle il s'était évadé, il rentra dans le passage d'où il venait de sortir. L'embrasement s'élargissait comme un cratère qui s'ouvre. Enfoncez la porte de fer, il n'y a plus que cette ressource! On commença par des coups de hache. Les haches cassèrent! On prit des barres de fer. Les barres de fer cassèrent! Encore quelques minutes peut-être et tout va s'effondrer! C'est pourtant par là que le marquis d'Antonac s'en est allé! Et qu'il revient! Il avait une grosse clé à la main. Il marcha droit à la porte de fer et mit la clé dans la serrure. La serrure grinça, la porte s'ouvrit. On vit un gouffre de flammes. Le marquis y entra et disparut dans la fumée. Mes enfants! Mes enfants! Venez! Alain! Georgette! Tout à coup, à la fenêtre voisine de celle où étaient les enfants, sur le fond pourpre du flamboiement, une haute figure apparut, le marquis de Lantenac. Il a porté un enfant. C'était Alain. Le marquis, un moment absent, revint à la fenêtre avec René. Il rentra une troisième fois dans la salle pleine de flammes. Georgette était restée seule. Il alla à elle. Elle sourit. Cet homme de granit sentit quelque chose d'humide lui venir aux yeux. Il demanda: « Comment t'appelles-tu » ? « Orgette, dit-elle. Il la prit dans ses bras. Elle souriait toujours. Comme il sortait du brasier, cette conscience si haute et si obscure eut l'éblouissement de l'innocence. Le vieillard donna à l'enfant un baiser. Je t'arrête. Je t'approuve.
Je vais convoquer la cour martiale. Tu n'entreras pas. Tu es Gauvin et Lantenac est Gauvin. Rien de tout cela ne te regarde plus. Demain, la cour martiale. Après-demain, à la guillotine. La Vendée est morte. Un vent froid soufflait de la forêt. Gauvin prit son manteau à capuchon dont il s'enveloppa. Il songeait. Il sentait tout vaciller en lui. Un cœur effrayant vient d'être vaincu. L'humanité a vaincu l'inhumain. Et l'on peut dire, non, la guerre civile n'existe pas. La barbarie n'existe pas. La haine n'existe pas. Le crime n'existe pas. Les ténèbres n'existent pas. Pour dissiper ces spectres, il suffit de cette aurore. L'enfance. Le marquis de Lantenac a volontairement, spontanément, de sa pleine préférence, quitté la forêt, l'ombre, la sécurité, la liberté, pour entrer dans le plus effroyable péril. Et pourquoi a-t-il fait cela? Pour sauver 3 enfants. Et maintenant, que va-t-on en faire de cet homme? Le guillotiner. Ainsi cet homme pour 3 enfants. Les siens? Non. De sa famille? Non. De sa caste? Non. Pour 3 petits pauvres. Les premiers venus. Des enfants trouvés. Des inconnus. Des va-nu-pieds. Ce vieillard a tout risqué, tout compromis, tout remis en question. Et maintenant on va le tuer. Quel salaire de l'héroïsme! Répondre à un acte généreux par un acte sauvage. Donner ce dessous à la Révolution. Quel rapetissement pour la République! Et cela s'accomplirait en présence de Gauvin, chef. Et pouvant l'empêcher, il s'abstiendrait. Et il se contenterait de ce congé altier. Cela ne te regarde plus. Et il ne se dirait pas qu'en pareil cas, abdication, c'est complicité. Et il ne s'apercevrait pas qu'entre celui qui fait et celui qui laisse faire est le pire, étant le lâche. Mais cette mort, ne l'ai-je pas promise? Cette tête, je la dois. Eh bien, je la paye, voilà tout. Mais est-ce bien la même tête? Oui, mais la France est aux abois. La France est livrée, ouverte, démantelée. L'Angleterre ne sait comment passer. Un homme va lui jeter le pont. Un homme va lui tendre la main. Un homme va crier « Angleterre, prends la France !» Et cet homme, c'est le marquis de Lantenac. Cet homme, on le tient. Il ne peut plus combattre. Il ne peut plus lutter. Il ne peut plus nuire. Il est là, l'homme qui a tué. Et c'est à son tour de mourir. Et après tout, cette action fascinante, ne suis-je pas en train de l'exagérer? 3 enfants étaient perdus. Lantenac les a sauvés. Mais qui donc les avait perdus? N'était-ce pas Lantenac? Mais quoi? Prouver qu'au-dessus des royautés, au-dessus des révolutions, au-dessus des questions terrestres, il y a l'immense attendrissement de l'âme humaine. Prouver ces choses magnifiques et les prouver par le don de sa tête. Quoi? Être un royaliste? Prendre une balance? Mettre dans un plateau le roi de France, les 15 siècles de monarchie, l'antique société à restaurer, les vieilles lois à rétablir, et dans l'autre, 3 petits paysans quelconques. Et trouver le roi, le sceptre et les 15 siècles de monarchie
léger, pesé à ce poids de 3 innocences. Quoi? Tout cela ne serait rien? Non! Non! Non, ce n'est pas un monstre! L'homme qui vient d'illuminer de la clarté d'une action divine le précipice des guerres civiles. Deux heures sonnèrent. Gauvin, lentement, se dirigea vers le cachot. À son approche, reconnaissant dans la pénombre le manteau et le capuchon galonné du commandant, la sentinelle présenta les armes. Les verrous furent tirés, la porte s'ouvrit, Gauvin entra dans le cachot. Bonjour, monsieur. Vous me faites la grâce de venir me voir. Je vous remercie. Je ne te demande pas mieux que de causer un peu, je commençais à m'ennuyer. Vos amis perdent le temps. Des constatations d'identité, des cours martiales, c'est long! Toutes ces manières-là, j'irai plus vite en besogne. Seriez-vous le bourreau? Si c'est une simple visite d'amitié, j'en suis touché. Monsieur le vicomte, vous ne savez peut-être plus ce que c'est qu'un gentilhomme. Eh bien, en voilà un. Regardez ça, c'est curieux. Ça croit en Dieu. Ça croit à la tradition. Ça croit à la famille. Ça croit à ses aïeux. Ça croit à l'exemple de son père, à la loyauté, à la fidélité, au devoir envers son prince, au respect des vieilles lois, à la vertu, à la justice. Ça vous ferait fusiller avec plaisir. Ayez, je vous prie, la bonté de vous asseoir. Sur le pavé, c'est vrai, mais qui vit dans la boue peut s'asseoir par terre? Je ne dis pas cela pour vous offenser, car ce que nous appelons la boue, vous l'appelez la nation. Il paraît qu'on me coupera le cou d'ici à 36 heures. Je n'y vois pas d'inconvénient. Par exemple, si l'on était poli, on m'aurait envoyé ma tabatière. Je vais vous apprendre une chose. Vous vous appelez Gauvin. Et chose bizarre, vous avez du sang noble dans les veines. Par Dieu, le même sang que le mien. Et ce sang qui fait de moi un homme d'honneur fait de vous un gueusard. Tout est à feu et à sang. C'est pourtant vrai qu'on a tué le roi. Solicier. Soit, messieurs les citoyens, soyez les maîtres, prenez vos aises, donnez-vous-en, ne vous gênez pas. Tout cela n'empêchera pas que la religion ne soit la religion, que la royauté n'emplisse 1500 ans de notre histoire, et que la vieille seigneurie française, même décapitée, ne soit plus haute que vous. Allez, allez, faites! Prenez vos aises, devenez des hommes nouveaux, soyez petits, chédis. Maintenant, faites-moi guillotiner, monsieur le vicomte. Je vous dis vos vérités. Qu'est-ce que cela me fait? Je suis mort. Vous êtes libre. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Lieutenant! Ouvrez-moi! Vous aurez soin de refermer la porte derrière moi. Quand il fut dehors, ayant sous ses pieds l'herbe des champs, à 200 pas, la forêt, et devant lui, l'espace, la nuit,
la liberté, la vie. Il s'arrêta et demeura un moment immobile, comme un homme qui s'est laissé faire, qui a cédé à la surprise, et qui, ayant profité d'une porte ouverte, cherche s'il a bien ou mal agi, hésite avant d'aller plus loin, et donne audience à une dernière pensée. Ma foi. Amenez le prisonnier. Gauvin, je demande le prisonnier. C'est moi. Toi Moi. et Lantenac, Il est libre. libre, Oui. évadé. Évadé. En effet, ce château est à lui. Il en connaît toutes les issues. L'oubliette communique peut-être à quelques sorties. J'aurais dû y songer. Ah, il aura trouvé moyen de s'enfuir. Il a été aidé À s'évader. à s'évader. Qui l'a aidé? Moi. Toi? Moi. Tu rêves? Je suis entré dans le cachot. J'étais seul avec le prisonnier. J'ai ôté mon manteau. Je le lui ai mis sur le dos. Il est sorti à ma place et je suis resté à la sienne. Me voici. Tu n'as pas fait cela. Je l'ai fait. C'est impossible. C'est réel. Amenez-moi Lantenac. Il n'est plus là. Tu es fou. Je dis ce qui est. Alors, tu mérites. La mort. Gendarmes, tirez vos sabres. Comment vous nommez-vous? Je m'appelle Gauvin. Qui êtes-vous? Je suis chef de la colonne expéditionnaire des Côtes du Nord. Êtes-vous parent ou allié de l'homme évadé? Je suis son petit-neveu. Faites choix d'un défenseur. Je me défendrai moi-même. Vous avez la parole. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Une bonne action m'a caché 100 actions criminelles. D'un côté un vieillard, de l'autre 3 enfants. Tout cela s'est mis entre moi et le devoir. J'ai oublié les villages incendiés, les champs ravagés, les prisonniers massacrés, les blessés achevés, les femmes fusillées. J'ai mis en liberté le meurtrier de la patrie. Je suis coupable. En parlant ainsi, je semble parler contre moi. C'est une erreur. Je parle pour moi. Quand le coupable reconnaît sa faute, il sauve la seule chose qui vaille la peine d'être sauvée. L'honneur. Est-ce là tout ce que vous avez à dire pour votre défense? J'ajoute qu'étant le chef, je devais l'exemple, et qu'à votre tour, étant les juges, vous le devez. Quel exemple demandez-vous? Ma mort Vous la trouvez juste? est nécessaire. Asseyez-vous. Accusé, soyez attentifs. Il va être procédé au vote. La sentence sera rendue à la majorité simple. La parole est au premier juge. Parlez, capitaine Guéchamp. La loi est formelle. Un juge est plus et moins qu'un homme. Il est moins qu'un homme car il n'a pas de cœur. Il est plus qu'un homme car il a le glaive. L'an 414 de Rome, Manlius fit mourir son fils pour le crime d'avoir vaincu sans son ordre. La discipline violée voulait expiation. Ici, c'est la loi qui a été violée. Et la loi est plus haute encore que la discipline. Par un excès de pitié, la patrie est remise en danger. La pitié peut avoir les dimensions d'un crime. Le commandant Gauvin a remis en liberté le rebelle Lantenac. Gauvin est coupable. Je vote la mort. Guéchamp, je vous remercie.
La parole est au deuxième juge. Parlez, sergent Radoub. Si c'est ça, alors guillotinez-moi. Car j'ordonne ici ma parole d'honneur. Je voudrais avoir fait d'abord ce qu'a fait le vieux, ensuite ce qu'a fait mon commandant. Quand j'ai vu cet homme de 80 ans se jeter dans le feu pour en tirer les 3 mioches, j'ai dit « Bonhomme, tu es un brave homme !» Et quand j'apprends que c'est mon commandant qui a sauvé ce vieux de votre bête de guillotine, je dis « Mon commandant, vous devriez être mon général !» Ça! Est-ce qu'on va être des imbéciles à présent? Voilà le commandant Gauvin qui depuis 4 mois mène toutes ces bourriques de royalistes tambour battant et qui sauve la République à coups de sabre. Et quand vous avez cet homme-là, vous tâchez de ne plus l'avoir. Et au lieu d'en faire votre général, vous voulez lui couper le cou. Le vieux a bien fait de sauver les enfants. Vous avez bien fait de sauver le vieux. Et si l'on guillotine les gens parce qu'ils ont fait de bonnes actions, alors je ne sais plus de quoi ils retournent. Il n'y a plus de raison pour qu'on s'arrête. C'est pas vrai, n'est-ce pas, tout ça? Je me pense pour savoir si je suis éveillé. Tenez, oui, guillotinez-moi. J'aime mieux ça. Sapristi, est-ce qu'on va être des imbéciles à présent? Je veux mon chef. Je l'aime encore mieux aujourd'hui qu'hier. L'envoyer à la guillotine. Et vous me faites rire. Votez-vous pour que l'accusé soit absous. Je vote pour qu'on le fasse général. Je vous demande si vous votez pour qu'il soit acquitté. Je vote pour qu'on le fasse le premier de la République. Sergent Radoub, votez-vous pour que le commandant Gauvin soit acquitté, oui ou non? Je vote pour qu'on me coupe le cou à sa place. Acquittement. Une voix pour la mort, une voix pour l'acquittement. Partage. Accusé Gauvin, levez-vous. Au nom de la République, la cour martiale, à la majorité de 2 voix contre 1, vous condamne à la peine de mort. Gauvin, vous serez exécuté demain au lever du soleil. Je remercie la cour. Le lendemain, une chose étrange, immense, et que les oiseaux du ciel ne connaissaient pas, apparut sur le plateau de la Tourgue, au-dessus de la forêt de Fugères. Au premier abord, l'idée que cette chose éveillait était l'idée de l'inutile. Elle était là, parmi les bruyères en fleurs. On se demandait à quoi cela pouvait servir. Puis on sentait venir un frisson. On sentait que cela avait été construit par des hommes, tant c'était laid, mesquin et petit. Cette bâtisse difforme, c'était la guillotine. Le jour se levait et faisait saillir en noir la masse de la forteresse, et à son sommet, la figure d'un homme assis, les bras croisés, immobile. Simourdin. Il se taisait. Tous se taisaient. Une sombre attente serrait toutes les poitrines. Soudain, un roulement funèbre approcha. D'abord les tambours noirs, puis un peloton de gendarmes, puis le condamné, Gauvin. En arrivant sur le lieu triste, son premier regard fut pour le haut de la tour. Il savait que Simourdin se ferait un devoir d'assister à l'exécution. Il y chercha des yeux sur la plateforme. Il l'y trouva. Cependant, Gauvin s'avançait vers l'échafaud. Tout en marchant, il regardait Simourdin. Et Simourdin le regardait.
Il ressemblait à une vision. Jamais il n'avait apparu plus beau. Il fallait pourtant lier le patient. Le bourreau vint, une corde à la main. Quand ils virent leur jeune capitaine si décidément engagé sous le couteau, les soldats n'y tinrent plus. Le cœur de ces gens de guerre éclata. On entendit cette chose énorme, le sanglot d'une armée. Une clameur s'éleva. « Grâce! Grâce !» Tous répétaient frénétiquement « Grâce! Grâce !» Le bourreau s'arrêta, ne sachant plus que faire. Alors on entendit une voix brève et basse, mais que tous entendirent tellement elle était sinistre. Force à la loi! Attendez! On le coucha sur la bascule. Cette tête charmante et fière s'emboîta dans l'infâme collier. Le bourreau lui releva doucement les cheveux, puis appuya le ressort. Le triangle se détacha et glissa lentement d'abord, puis rapidement. On entendit un coup hideux. Au même instant, on en entendit un autre. Au coup de hache répondit un coup de pistolet. Simourdin venait de saisir un des pistolets qu'il avait à la ceinture. Et au moment où la tête de Gauvin roulait dans le panier, Simourdin se traversait la tête d'une balle. Un flot de sang lui sortit de la bouche. Il tomba mort. Et ces deux âmes, sœurs tragiques, s'envolèrent ensemble, l'ombre de l'une mêlée à la lumière de l'autre.